Il n'y a pas d'autre manière d'interpréter cette nouvelle déclaration comme non pas la volonté de soutenir un État palestinien, non pas la volonté d'essayer d'aider la cause palestinienne, comme la volonté de nuire à Israël. Je crois qu'il y a là une volonté de punir, une volonté de porter atteinte à Israël, parce qu'il n'y a aucune autre explication possible. La déclaration de reconnaissance d'un État palestinien à ce stade n'apportera strictement rien à la solution des deux États auxquels la France est tant attachée. Elle n'apportera strictement rien à la cause palestinienne. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Daniel Saada. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors bien entendu, tout le monde s'interroge pourquoi Emmanuel Macron a pris la décision d'annoncer, ou en tout cas d'annoncer qu'il allait annoncer en septembre prochain la reconnaissance d'un État palestinien. Quelle mouche l'a piqué, à votre avis ? Peut-être que l'expression est bonne, quelle mouche l'a piqué. Il y a là, je crois, la combinaison de plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait que la France, depuis bientôt 50 ans, a fait prisonnier la cause palestinienne pour essayer d'exister au plan international et pour essayer d'exister au plan régional en particulier. Vous vous souvenez, après l'indépendance de l'Algérie, la France se trouve dans le camp des ennemis du monde arabe. Il faut rectifier cela et le général de Gaulle a compris déjà à ce moment-là que la cause palestinienne pouvait servir à la France pour essayer de redorer son blason dans le monde arabe. Et c'est une constante de la politique étrangère française depuis pratiquement la fin des années 60. Et d'ailleurs, ça a merveilleusement fonctionné puisque en moins de 10 ans après l'indépendance de l'Algérie, au début des années 70, la France est déjà le champion de la cause palestinienne au sein de ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne, au sein de l'Europe en général, de l'Occident et du monde. Et c'est ce qui lui permet depuis, comme je le disais, un peu plus de 50 ans, d'exister sur le plan international et en tout cas sur le plan régional. Je crois que c'est là l'une des explications. Il y a évidemment d'autres explications qui sont liées à la conjoncture immédiate dans laquelle nous vivons dans ces derniers mois et ces 2 dernières années. Je parle évidemment depuis le 7 octobre, où le président Macron n'a cessé d'exprimer des volte-face les uns après les autres. Vous vous souvenez, on a commencé avec un soutien infaillible, un soutien inébranlable pour Israël, avec en plus une annonce surprenante où il annonce lors de sa visite à la mi-octobre la mise en place d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, à l'image de celle qui avait été mise en place pour lutter contre l'État islamique après les attentats en Europe. Et puis, petit à petit, c'est le désenchantement des déclarations qui, les unes après les autres, prennent la forme, je crois, et c'est peut-être l'une des explications, prennent la forme dans les derniers mois d'une affaire personnelle entre lui et le Premier ministre israélien. On se souvient des invectives très très dures exprimées par le Premier ministre israélien à l'encontre du président Macron après les déclarations selon lesquelles Israël est né grâce à l'ONU. Oui. On se souvient également des insultes du fils du Premier ministre à l'endroit du président français. Bref, je crois qu'il y a là aussi une dimension personnelle qu'il ne faut pas négliger. Et puis, mais pourtant, il y a une situation interne en France, je crois que c'est la dernière explication, une situation politique interne dans laquelle le président Macron est particulièrement isolé. Il n'a plus la main sur ce qui se passe dans son gouvernement, sur les questions bien sûr intérieures, mais aussi sur les questions extérieures. On voit les différends qui l'opposent au ministre de l'Intérieur sur la question algérienne. On voit la difficulté qu'il a à prendre la main sur ce gouvernement qui ne tient que par un très fragile équilibre politique à l'intérieur du Parlement français. Bref, une fois de plus, le président français, comme à l'accoutumée, essaye d'exister
en se positionnant au plan international et notamment sur, une fois de plus, la question palestinienne. Voilà, je crois que très rapidement, ce sont les explications que l'on peut donner. Mais tout de même, je voudrais revenir effectivement, mais sur cette démarche, elle est surprenante parce que en juin dernier, c'était pas il y a très longtemps, il y a un mois et demi, Emmanuel Macron lui-même avait posé des conditions à la reconnaissance d'un État palestinien. Il avait parlé de la libération des otages, il avait parlé également de la démilitarisation totale du Hamas, d'autres conditions qui avaient été posées. Et puis soudain coup, il ne pose plus la moindre condition. Comment vous expliquez cette volte-face? Je crois qu'il y a là, il n'y a pas d'autre manière d'interpréter cette nouvelle déclaration comme non pas la volonté de soutenir un État palestinien, non pas la volonté d'essayer d'aider la cause palestinienne, comme la volonté de nuire à Israël. Je crois qu'il y a là une volonté de punir, une volonté de porter atteinte à Israël, parce qu'il n'y a aucune autre explication possible. La déclaration de reconnaissance d'un État palestinien à ce stade n'apportera strictement rien à la solution des deux États auxquels la France est tant attachée. Elle n'apportera strictement rien à la cause palestinienne. Parce que vous le savez, la reconnaissance d'un État repose, et c'est la pratique reconnue au sein de la communauté internationale et admise d'ailleurs en droit international, elle repose sur la reconnaissance des capacités de ce futur État à exister, à la fois au plan territorial, mais surtout au plan de ce qu'on appelle la puissance publique. Ça veut dire sa capacité à gérer les affaires d'un État. Or, les Palestiniens n'y sont pas. Quelle que soit la vision que l'on peut avoir de la situation au Proche-Orient, quel que soit l'engagement politique ou idéologique qui peut être le sien, il n'y a pas de capacité aujourd'hui pour les Palestiniens à gérer leur futur État. Donc la reconnaissance n'apportera strictement rien aux Palestiniens, peut-être même plus encore. Elle ne leur apportera que le chaos supplémentaire et une forme sans doute d'encouragement à l'irrédentisme dans lequel sont installés une partie du monde palestinien, et je pense évidemment au Hamas, ce qui a conduit d'ailleurs un certain nombre d'observateurs, et pas seulement israéliens, à reconnaître le fait que cette reconnaissance risquerait d'encourager les factions les plus extrémistes, qui d'ailleurs sont les premières à s'être empressées à féliciter le président Macron, Oui. que ce soit le Hamas ou le djihad islamique. Donc il n'y a pas ici, dans cette déclaration, quelque chose qui va aider la cause palestinienne. Par contre, il y a incontestablement la volonté de punir Israël, la volonté de nuire à Israël. C'est ce que je disais en introduction, ce que je ne m'explique pas dans le cheminement personnel du président Macron, qui avait commencé en 2017 comme un véritable ami. Il avait invité le Premier ministre Netanyahou quelques semaines après son élection à venir à Paris pour assister à la célébration de la commémoration du Veldiv. Il avait accueilli en des termes très chaleureux, il avait appelé Bibi, je me souviens, j'étais à cette commémoration, je venais de prendre mes fonctions à Paris, c'était très chaleureux, il avait eu des termes extrêmement courageux, au-delà de ce que le président Chirac avait dit en 1995, puisqu'il avait dénoncé ce qu'il avait appelé la farce de ceux des présidents De Gaulle et Mitterrand qui avaient voulu faire croire que Vichy n'était pas la France. Il avait clairement dit oui, Vichy était la France, c'est l'administration française qui a effectué l'irréparable, qui a commis l'irréparable. Il avait eu cette phrase extrêmement courageuse dans laquelle il parlait des nouvelles formes de l'antisémitisme, dont l'antisionisme, je le cite, dont l'antisionisme est la forme réinventée. Donc, encore une fois, il y a quelque chose d'inexplicable puisque le président Macron était au départ un véritable ami d'Israël. En 2018, un an après, il avait accueilli à nouveau le couple Netanyahou à Paris pour célébrer ensemble le lancement de la saison croisée France-Israël et le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Bref, il y a quelque chose qui est absolument inexplicable pour essayer de comprendre ce cheminement qu'il a conduit de cette amitié profonde à cette déclaration qui, comme je le disais, ne peut pas être interprétée
autrement que la volonté de punir Israël. Alors il y a parmi les explications qui ont été avancées, en tout cas selon certaines diverses sources, on va dire, le fait que eh bien la Knesset a voté la semaine dernière, vous vous en souvenez, une résolution poussant le gouvernement israélien à instaurer la souveraineté sur la Judée et la Samarie, et que cela aurait d'une certaine manière fait bondir Emmanuel Macron et l'aurait convaincu de faire son annonce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, quand cela corrobore ce que je dis, une volonté de nuire à Israël, une volonté de punir Israël pour ce qu'il prétend que nous faisons à Gaza, punir Israël pour ne pas écouter la France. Souvenez-vous de l'embargo de 1967, qu'avait reproché le général de Gaulle en 1967 aux Israéliens. D'avoir tiré les premiers. Il avait reproché de ne pas l'avoir écouté. Oui. Il avait demandé au ministre des Affaires étrangères à Baevan, à la veille de la guerre des 6 jours, il avait expressément demandé aux Israéliens: n'entamez pas la guerre, ne faites pas le premier pas, ne prenez pas l'initiative de la guerre. Évidemment, nous ne l'avons pas écouté, et grâce à Dieu, nous ne l'avons pas écouté, nous avons remporté la victoire que nous savons. Eh bien, c'est un peu la même chose depuis 2023, depuis le début de la guerre à Gaza. Nous n'écoutons pas les Français, nous n'écoutons pas le président français qui qui établit un double standard, qui lorsqu'il explique aux Français, et je pense à son adresse aux Français le 5 mars dernier, lorsqu'il explique aux Français la position de la France sur la question ukrainienne, et qu'il dit qu'on ne peut pas exiger un cessez-le-feu, parce qu'on ne peut pas faire confiance au président Poutine. Il faut une solution politique, il faut l'abdication de la Russie, il faut que la Russie se retire et il faut que la reddition totale de la Russie, parce que il y avait déjà un cessez-le-feu, explique-t-il, lorsque la Crimée avait été envahie, un cessez-le-feu que le président Poutine n'a pas respecté. Eh bien, lorsqu'il s'agit d'Israël et du Hamas, il demande un cessez-le-feu. Alors cela veut dire que, semble-t-il, pour le président Macron, on peut faire plus confiance au Hamas qu'on peut faire confiance au président Poutine et à la Russie. Ce double standard est inacceptable. Ce double standard atteste de cette volonté chez le président Macron d'essayer d'exister diplomatiquement, d'essayer d'exister, de faire exister la voix de la France qui est totalement perdue. Et l'on voit d'ailleurs les réactions, non pas israéliennes, mais les réactions internationales à la déclaration française. Et même les réactions américaines. On a vu les réactions des alliés traditionnels de la France au sein de l'Union européenne. Je pense à l'Allemagne et à l'Italie. Je pense à l'Angleterre, qui pourtant est sous aujourd'hui un gouvernement travailliste, et qui, lors de la visite d'État que le président Macron a menée la semaine dernière en Grande-Bretagne, lorsqu'il a essayé d'amener les Anglais à annoncer avec lui cette reconnaissance, eh bien, le Premier ministre britannique lui a répondu que le moment n'était pas encore opportun. Eh bien, je crois qu'il y a là l'explication ultime sur cet isolement diplomatique dans lequel se trouve la France, et pour laquelle aujourd'hui cette annonce essaye en tout cas de servir au président Macron à exister sur la scène internationale. Est-ce que, à votre avis, en tant que diplomate, sur le plan diplomatique, c'est une déclaration irréversible où on peut, pendant les 2 mois qui nous séparent, on va dire, du mois de l'Assemblée générale des Nations Unies, eh bien, essayer d'exercer des pressions sur le président pour qu'il évite ce genre de déclaration, ou qu'il a la nuance d'une certaine manière, parce que il y avait déjà aussi cette intention en juin dernier, lors de ce colloque qui devait être organisé à l'ONU avec l'Arabie Saoudite, et finalement, la guerre en Iran a permis à Emmanuel Macron d'éviter cet écueil. Et peut-être qu'il peut encore se rétracter, à votre avis, ou c'est pas possible? Vous avez raison de dire qu'il y a 2 mois devant nous et qu'il y a déjà eu tant de volte-face chez le président Macron qu'on peut s'attendre à tout. Je crains malheureusement qu'il y ait là une sorte de combinaison d'intérêts entre la position traditionnelle du Quai d'Orsay et des diplomates français, de la diplomatie française, qui n'a pas attendu le président Macron pour être toujours en avant, pour être toujours en avant-garde sur la question palestinienne. Souvenez-vous, je l'ai souvent répété, les Français ont été les premiers à avoir reconnu l'OLP. L'ambassadeur de France à Beyrouth en 1969 a été le premier ambassadeur occidental à avoir rencontré l'OLP.
Le ministre des Affaires étrangères Sauvagnargues, en 1974, a été le premier ministre des Affaires étrangères européen à avoir rencontré Arafat, etc., etc., etc. Je peux vous faire une liste ici pendant plusieurs minutes pour vous montrer combien la France a toujours été à la pointe de la reconnaissance des terroristes palestiniens. À l'époque, c'était l'OLP. Aujourd'hui, c'est le Hamas. D'ailleurs, nous venons d'apprendre ce matin que des documents saisis Oui. dans certains QG du Hamas à Bon. Gaza montrent que déjà depuis plusieurs années, des contacts officiels sont établis entre le Hamas et la France. Donc, il n'y a là malheureusement rien de nouveau. C'est une constante de la diplomatie française. Et pour répondre plus précisément à la question que vous m'avez posée, c'est ma crainte profonde de voir cette liaison, cette combinaison d'intérêts, cette communauté d'intérêts entre la diplomatie française qui exerce une pression à l'Élysée par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la cellule diplomatique qui est installée à l'Élysée avec un certain nombre de diplomates du Quai d'Orsay qui servent le président de la République sur les questions internationales et qui, disons-le clairement, font pression sur lui. Et cette démarche personnelle que nous avons essayé d'analyser depuis plusieurs minutes et qui malheureusement rencontre les pressions dont il fait l'objet déjà depuis plusieurs années et plusieurs mois et plusieurs semaines. Donc je crains malheureusement que les pressions, en tout cas au sein interne en France, sont inutiles puisque de toute façon, ni le parti présidentiel, ni l'ensemble de la classe politique française ne soutient cette démarche. Il n'y a que les partis de l'extrême gauche française qui soutiennent la démarche du président français. Donc la solution ne viendra pas de la situation interne en France. Éventuellement, des pressions internationales pourraient aider le président Macron à revenir sur cette décision. Je crois que après avoir fait cette déclaration et surtout après avoir indiqué qu'il la fera officiellement et solennellement lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui pour lui permet Ouais. d'obtenir une sorte de crédit international et de soutien international à cette démarche. Évidemment, ce seront la plupart des ennemis d'Israël traditionnels au sein des Nations Unies qui soutiendront la France. La France a malheureusement, le président français a malheureusement choisi le camp des ennemis d'Israël pour cette annonce. Alors, une dernière question, Daniel. En tant que diplomate, ancien ambassadeur, est-ce que cette décision de la France, elle n'aurait pas nécessité de la part d'Israël une réponse cinglante, à savoir peut-être le rappel de l'ambassadeur d'Israël à Paris et peut-être même une remise en cause des relations, c'est-à-dire réagir fermement? Pourquoi finalement, du côté israélien, on a certes réagi avec beaucoup de critiques, mais on n'a pas pris une démarche qui pourrait ébranler, on va dire, les relations entre les deux pays? C'est une excellente question. Lorsque j'ai servi en Belgique il y a un peu plus de 20 ans et que la justice belge a décidé l'ouverture d'une procédure judiciaire contre le Premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, sur la base d'une loi belge qui permettait ce qu'on appelait la compétence universelle et donc de juger des crimes, des infractions du droit humanitaire international. Bref, des Palestiniens avait déposé une plainte à Bruxelles contre le Premier ministre Sharon pour les faits relatifs au massacre de Sabra et Shatila. La justice belge avait accepté cette plainte et avait désigné un juge d'instruction. Et en réaction, un certain ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Benjamin Netanyahou, Oui. avait décidé le rappel de l'ambassadeur d'Israël à Bruxelles parce qu'il avait dit, je crois tout à fait légitimement et justement, qu'on ne peut pas maintenir des relations diplomatiques normales avec un pays qui entend juger votre Premier ministre. Eh bien là, je crois que nous sommes dans une situation tout à fait comparable, un pays, un président qui cherche à nuire à Israël, qui refuse d'écouter les paroles de son allié, de son partenaire avec lequel nous partageons des valeurs communes, et qui préfère la position d'une organisation terroriste. Alors je crois qu'il y a là un vrai questionnement sur la réaction que nous devrions avoir. En tout cas, la relation bilatérale ne sera sans doute pas la même après cette déclaration, si elle a lieu. Oui. Peut-être que le ministère israélien des Affaires étrangères attend de voir, compte tenu des innombrables volte-face et contradictions, compte tenu de l'incohérence
dans laquelle s'installe la position française et celle du président Macron depuis maintenant bientôt 2 ans, peut-être que la réaction israélienne n'aura lieu que si vraiment cette reconnaissance a lieu en septembre prochain à l'Assemblée générale des Nations unies. Eh bien, Daniel Saada, merci beaucoup de nous avoir éclairé. Vous nous avez à la fois éclairé sur le factuel et sur votre appréciation, mais aussi sur l'aspect historique, on va dire, de ce genre de démarche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Daniel. À bientôt. Boker Tov. Boker Tov. Voilà, il est 8h.